Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons étudier le troisième cours qui a pour titre « Ferdinand de Saussure première partie, théorie générale du système linguistique ». Tout le monde s'accorde à dire que la science linguistique a vu le jour avec la publication du cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure est, selon la formule consacrée, le père de la linguistique contemporaine. Ferdinand de Saussure est né à Genève, Suisse, en 1857. Il fait de brillantes études classiques dans sa ville natale. Il s'initie à la grammaire comparée à Leipzig, puis se rend à Berlin, où il étudie le sanskrit, le vieux slave et l'iranien ancien. À 22 ans, il présente son mémoire de fin d'études sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes en 1879. L'année suivante, il présente sa thèse de doctorat, ayant pour titre « De l'emploi du génitif absolu en sanskrit » dans la même université. Par la suite, il se rend à Paris, à l'école des hautes études, où il se perfectionne en grammaire comparée. Il enseigne cette discipline, dans la même école, pendant 10 ans. En 1891, il est nommé professeur de sanskrit et de grammaire comparée à l'Université de Genève. En 1906, il est titulaire de la chaire de linguistique. Les cours qu'il dispense à ses étudiants, entre 1906 et 1911, constituent les fondements de la linguistique, telle qu'elle est connue aujourd'hui. Ils seront reconstitués par ses élèves, Charles Bally et Albert de la Séchehaye, puis publiés en 1916, sous le titre de « Cours de linguistique générale ». Le cours de linguistique générale, ou « Théorie générale du système ». Première partie, Théorie générale du système linguistique. Principales caractéristiques, posées par Saussure, pour cette nouvelle science. Dans ce paragraphe, Saussure situe la linguistique dans un paradigme plus large, qui est la sémiologie. La langue, ainsi délimitée, dans l'ensemble des faits de langage, est à classer parmi les faits humains. Matières et tâches de la linguistique. Dans cette section, Saussure essaie de poser les limites de la nouvelle science qu'il essaie de fonder. À la page 17 du cours de linguistique générale, nous pouvons lire. La matière de la linguistique est constituée d'abord par toutes les manifestations du langage humain, qu'il s'agisse des peuples sauvages ou des nations civilisées, des époques archaïques, classiques ou de décadence, en tenant compte, dans chaque période, non seulement du langage correct et du beau langage, mais de toutes les formes d'expression. Ce n'est pas tout, le langage échappant le plus souvent à l'observation, le linguiste devra tenir compte des textes écrits, puisque seuls, ils lui font connaître les idiomes passés ou distants. La tâche de la linguistique sera 1. De faire la description et l'histoire de toutes les langues qu'elle pourra atteindre, ce qui revient à faire l'histoire des familles de langues, et à reconstituer dans la mesure du possible les langues mères de chaque famille. 2. De chercher les forces qui sont en jeu d'une manière permanente et universelle dans toutes les langues, et de dégager les lois générales auxquelles on peut ramener tous les phénomènes particuliers de l'histoire. 3. De se délimiter et de se définir elle-même. Objet de la linguistique. Après avoir défini la matière de la linguistique et sa tâche, Ferdinand de Saussure va définir son objet. 1. La langue, sa définition. La langue est un objet bien défini, dans l'ensemble hétéroclite des faits de langage. On peut la localiser, dans la portion déterminée du circuit, où une image auditive vient s'associer à un concept. Elle est la partie sociale du langage, extérieure à l'individu, qui à lui seul, ne peut ni la créer, ni la modifier. Elle n'existe qu'en vertu d'une sorte de contrat, passé entre les membres de la communauté. D'autre part, l'individu a besoin d'un apprentissage, pour en connaître le jeu, l'enfant ne l'assimile que peu à peu. Elle est si bien une chose distincte, qu'un homme privé de l'usage de la parole, conserve la langue, pourvu qu'il comprenne les signes vocaux qu'il entend.
2. La langue distincte de la parole est un objet qu'on peut étudier séparément. Nous ne parlons plus les langues mortes, mais nous pouvons, fort bien, nous assimiler leur organisme linguistique. Non seulement la science de la langue peut se passer des autres éléments du langage, mais elle n'est possible que si les autres éléments n'y sont pas mêlés. 3. Tandis que le langage est hétérogène, la langue ainsi délimitée est de nature homogène, c'est un système de signes où il n'y a d'essentiel que l'union du sens et de l'image acoustique, et où les deux parties du signe sont également psychiques. 4. La langue n'est pas moins que la parole, un objet de nature concrète, et c'est un grand avantage pour l'étude. Les signes linguistiques, pour être essentiellement psychiques, ne sont pas des abstractions, les associations ratifiées par le consentement collectif, et dont l'ensemble constitue la langue, sont des réalités qui ont leur siège dans le cerveau. Dans ce paragraphe, Saussure situe la linguistique dans un paradigme plus large, qui est la sémiologie. La langue, ainsi délimitée dans l'ensemble des faits de langage, est à classer parmi les faits humains. Nous venons de voir que la langue est une institution sociale, mais elle se distingue, par plusieurs traits, des autres institutions politiques, juridiques, etc. Pour comprendre sa nature spéciale, il faut faire intervenir un nouvel ordre de faits. La langue est un système de signes, et par là, comparable à l'écriture, à l'alphabet des sourds-muets, aux rites symboliques, aux formes de politesse, aux signaux militaires, etc. Elle est seulement le plus important de ces systèmes. On peut donc concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. Elle formerait une partie de la psychologie sociale et par conséquent de la psychologie générale, nous la nommerons sémiologie, du grec sémeion, signe. Elle nous apprendrait en quoi consistent les signes, quelles lois les régissent. La linguistique n'est qu'une partie de cette science générale, les lois que découvrira la sémiologie seront applicables à la linguistique, et celle-ci se trouvera ainsi rattachée à un domaine bien défini dans l'ensemble des faits humains. Linguistique de la langue et linguistique de la parole. L'étude du langage comporte deux parties. L'une, essentielle, a pour objet la langue, qui est sociale dans son essence et indépendante de l'individu. Cette étude est uniquement psychique. C'est la linguistique de la langue. L'autre, secondaire, a pour objet la partie individuelle du langage, c'est-à-dire la parole, y compris la phonation. Elle est psychophysique. C'est la linguistique de la parole. Historiquement, le fait de parole précède toujours. La langue est nécessaire pour que la parole soit intelligible et produise ses effets, mais celle-ci est nécessaire pour que la langue s'établisse. Enfin, c'est la parole qui fait évoluer la langue. Il y a donc interdépendance de la langue et de la parole. Mais elles sont deux choses absolument distinctes. La notion de valeur. Les signes linguistiques ont également une valeur. Saussure, pour mieux illustrer cette notion, prend comme exemple le jeu d'échecs. Le cavalier, seul dans sa matérialité, hors des conditions de jeu, ne représente rien. Il ne peut devenir élément réel et concret qu'une fois inséré dans les autres pièces. Et dans les conditions de jeu, il prend sa valeur. Le signe, situé dans le système qu'est la langue, a donc lui aussi une valeur. Sa valeur est le sens défini par ses positions relatives par rapport aux autres signes. Par exemple, le contenu conceptuel associé au signe chaise est constitué non seulement de son signifié, mais aussi du fait qu'il n'est ni siège, ni fauteuil. La valeur est ainsi définie négativement et oppositivement. Pour mieux comprendre, la notion de valeur est dans le niveau de la langue, alors que la notion de signification est dans le niveau de la parole. Linguistique synchronique et linguistique diachronique.
La linguistique synchronique étudie des rapports reliant des termes coexistants à l'intérieur du système, tels qu'ils sont perçus par la même conscience collective. La linguistique diachronique étudie les rapports reliant des termes successifs, non aperçus par une même conscience collective et qui peuvent se substituer les uns aux autres dans la ligne du temps. Différents niveaux d'analyse de la structure linguistique. Il existe différents niveaux de structure linguistique et chaque niveau est analysé par une composante spécifique de la linguistique. La linguistique est divisée généralement en 5 domaines d'analyse, la phonologie, la morphologie, la syntaxe et la sémantique. On distingue les disciplines qui s'occupent de la forme de la langue, la phonologie, la morphologie, la syntaxe et celles qui s'intéressent au sens, la sémantique. Au niveau de la structure linguistique proprement dite, il existe 2 niveaux principaux d'analyse, le niveau de la langue et le niveau de la parole. Pour le niveau de la langue, 3 sciences dérivées de la linguistique étudient ce niveau. La sémantique, qui étudie le sens des mots, la morphologie, qui étudie la construction des mots et la syntaxe, qui étudie les relations syntaxiques, autrement dit, la construction des phrases. Pour le niveau de la parole, il s'agit d'étudier les sons, qui forment la parole. 3 autres sciences s'occupent de ces études. La phonétique acoustique, qui étudie l'aspect physique du son, et qui emprunte les outils de la physique générale. La phonétique physiologique, qui étudie la physiologie de la phonation, et qui emprunte les outils de la physiologie générale. Et la phonologie, qui étudie la partie linguistique du son, c'est-à-dire la pertinence d'un son, dans sa participation à la construction du sens d'un mot. Phonétique et phonologie. Les données des études linguistiques sont avant tout des suites de sons ou des plus petites unités linguistiques, appelées phonèmes, c'est le niveau de représentation linguistique, dit phonologique. La phonétique et la phonologie. L'étude des sons, dans leur réalité physique, est l'objet de la phonétique, qui opère au niveau de la parole. La phonologie est l'étude des sons sous l'angle de leur pertinence linguistique, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'aux phénomènes de son, qui contribuent effectivement à la signification linguistique. La phonologie étudie le système phonologique des langues. Phonème et son. Les éléments qui constituent le système phonologique sont des unités, appelées phonèmes. C'est la plus petite unité linguistique, non porteuse de signification. Mais c'est une unité abstraite, distinctive et oppositive, c'est-à-dire susceptible de produire un changement de sens. Cette abstraction se fonde sur le fait que tous les sons utilisés ne sont pas perçus comme différents. Sa réalisation physique est le son. Rapport syntagmatique et rapport paradigmatique. Les rapports syntagmatiques sont des règles qui régissent la combinatoire des unités entre elles sur l'axe syntagmatique. Cette combinatoire a pour résultat la construction de phrases dans une langue donnée. Les rapports paradigmatiques forment un principe de classification des unités linguistiques d'une langue donnée, par exemple dans le dictionnaire. Les rapports syntagmatiques présentent la combinatoire des unités linguistiques entre elles sur l'axe syntagmatique, c'est-à-dire sur l'axe horizontal. Cette combinatoire permet de construire les phrases dans la langue étudiée. C'est sur l'axe syntagmatique que l'on peut observer les relations syntaxiques. Les rapports paradigmatiques permettent de classer les unités linguistiques d'une langue donnée sur l'axe paradigmatique vertical, en paradigme, c'est-à-dire en champs lexicaux. Les rapports linguistiques sur les 2 axes, horizontal et vertical, commandent la production de la parole. L'axe vertical est l'axe des choix des unités linguistiques, alors que l'axe horizontal est l'axe des combinaisons des unités linguistiques.
Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de ce cours. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. À bientôt dans la deuxième partie qui a pour titre Ferdinand de Saussure, théorie générale du signe linguistique.